Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo tente de répondre à la question que beaucoup de gens se posent en ce moment, à savoir où va le monde actuel, qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale, au niveau économique, social, géopolitique, etc. Bref, c'est quoi ce bordel? Alors, ce sujet a été choisi par nos abonnés. Si vous allez dans l'onglet communauté, vous verrez le résultat du sondage. Et je pense que le sujet a été choisi par nos abonnés parce qu'il est important de comprendre notre environnement pour assurer une certaine sécurité intellectuelle et mentale, on va dire. Il est important de savoir où va le monde pour ne pas être submergé par toutes les informations éparses et plutôt angoissantes hein, sur la situation mondiale. Parce que sans un cadre intellectuel solide, on est vite noyé par des informations fragmentaires. Et comme on n'arrive pas à recoller les morceaux, alors on peut développer une sensation d'insécurité. Hein. Si bien que aujourd'hui, bah, il y a quand même des gens qui pleurent la bouche pleine. Voilà, tout va bien, mais bon, on est angoissé un petit peu. Alors, pour vous donner ce cadre intellectuel, nous avons choisi un géopoliticien du nom de Peter Zeihan, qui a la particularité de synthétiser d'une manière très originale des données économiques, démographiques, énergétiques, militaires, politiques, etc. Ainsi, en fait, si vous regardez sur YouTube les conférences sur la géopolitique, vous allez vite vous rendre compte que les points de vue exposés sont assez spécialisés. Par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Todd se base plus sur la démographie. Quelqu'un comme Pascal Boniface se base plus sur la politique. Quelqu'un comme Huntington se base plus sur les données civilisationnelles. Et je vous parle même pas de l'armée des think tanks et des idéologues qui ne raconte que des salades pour servir des intérêts particuliers. Alors que ce Peter Zeihan propose une synthèse globale en abordant l'économie, la démographie, la géographie, l'énergie, les conflits, l'histoire, bref, tout ce qu'il faut pour donner une vision globale du monde actuel. Il a fait 3 livres et il a plein d'interviews sur YouTube. Vous trouverez les références de ces livres en bas de cette vidéo. Alors, je vais donc résumer rapidement ce que Peter Zeihan raconte sur le monde actuel et surtout sur l'avenir proche du monde, mais tout en vous mettant en garde quand même que c'est quelqu'un qui travaille pour les entreprises privées, donc ce qu'il raconte n'est pas forcément neutre, hein, il a des intérêts à défendre. Par contre, si on sépare le bon grain de l'ivraie, sa vision est très très intéressante. À la fin de cette vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair sur tout ce merdier, hein, les Américains, les Chinois, les Russes, le Moyen-Orient, le dollar, l'énergie, tout ça. Bref, je suis sûr que vous aurez envie d'aller plus loin et de creuser ce qu'il raconte à la fin de cette vidéo. Alors, justement, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? En introduction, regardez la photo qui s'affiche. Eh bien, cette photo résume à elle seule les rapports mondiaux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, comment le monde fonctionnait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, chaque pays qui avait suffisamment de puissance, par exemple la France, la Grande-Bretagne, le Japon, etc., eh bien, chaque pays devait aller chercher lui-même les ressources là où elles étaient. Pour avoir de l'or, il fallait aller en Amérique du Sud, pour le sucre, il fallait aller dans les îles, les épices en Inde, le pétrole au Moyen-Orient, etc. Donc, chaque pays allait chercher les matières premières et les ressources là où elles étaient, en colonisant les territoires pour contrôler les ressources. Mais le problème était que les ressources sont pas infinies et que tous ces pays colonisateurs finissaient par se taper dessus. Eh bien ça, figurez-vous que c'est l'équivalent du commerce international avant la Seconde Guerre mondiale. En fait, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas vraiment de commerce international tel qu'on l'entend maintenant. Il y avait juste des empires qui se disputaient des ressources naturelles partout dans le monde. Et c'est cette compétition pour accéder aux ressources qui a donné les 2 guerres mondiales au XXe siècle. Et c'est l'ensemble de ce système qui s'est effondré pendant la Seconde Guerre mondiale. Les empires coloniaux ont tellement tiré sur le système de préemption des ressources et des richesses qu'ils ont fini par exploser. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, les Russes et les Américains arrivent en tant que grands vainqueurs et se partagent le monde. Et chaque camp a mis en place un système de gestion adapté à son environnement. D'un côté, il y avait les Russes qui avaient l'habitude de coloniser des pays en Asie, un peu en Europe de l'Est, et leur mode de colonisation était la force militaire couplée avec une nouvelle puissance idéologique qui était le communisme. C'est-à-dire que
Dans les pays colonisés par les soviétiques, tout le monde se transformait en nouveau russe. On devait parler le russe et on se soumettait à l'idéologie communiste, point barre. C'était fait à la schlag, hein. Ça rigolait pas pour les pays conquis. Et d'ailleurs, ce système-là pouvait fonctionner dans la plupart des pays conquis par les Russes, parce que la plupart de ces pays n'étaient pas très avancés, on va dire. En Asie centrale et en Europe de l'Est, les sociétés civiles n'étaient pas aussi développées comparées aux pays de l'Europe de l'Ouest. Donc, les Russes, ils y sont allés comme des sauvages. Par contre, pour les Américains, la situation était différente. D'abord, l'Amérique n'avait pas cette culture d'empire colonial, et surtout, les Américains ne pouvaient pas coloniser brutalement des pays comme la Grande-Bretagne ou la France, qui étaient les pays les plus avancés au monde à l'époque. Donc, les Américains ont fait une chose totalement innovante pour l'époque. Ils ont inventé un nouveau système de colonisation, entre guillemets, mais disons un système de gestion des pays dont ils avaient la charge. Et ce nouveau système de gestion, c'était quoi? Eh bien, c'est le commerce international à l'échelle planétaire. Les Américains ont réuni leurs alliés à un endroit qui s'appelle Bretton Woods. Et ils ont proposé la chose suivante. Ils ont dit, puisque le système de gouvernance par empire s'est terminé pour vous, parce que l'empire, maintenant, c'est nous, nous vous ouvrons quand même l'accès aux ressources et aux marchés partout dans le monde, à condition que vous soyez avec nous contre les Russes. Les Américains, ils ont dit, voilà les mecs, maintenant, n'importe qui peut aller chercher n'importe quelle ressource, n'importe où dans le monde, ramener cette ressource chez lui pour la transformer en bien de consommation, et ensuite exporter ces biens n'importe où dans le monde, tout ça garanti par notre marine. Seulement, en échange de tout ça, vous nous aidez contre les Russes, et de temps en temps, vous nous ferez une petite gâterie quand on vous le demandera. Et ce système de Bretton Woods a tellement bien fonctionné que même les pays périphériques à l'ordre du monde en ont bénéficié. C'est-à-dire que des pays qui jusque-là n'avaient aucun accès à des ressources, les pays qui n'avaient pas de base industrielle, les pays comme la Chine, la Corée, le Taïwan, plus tard le Brésil, etc., toute une masse de population mondiale s'est engouffrée dans ce système d'échange absolument unique dans l'histoire de l'humanité et en a profité pour croître en richesse. Pour la première fois de l'histoire, la richesse mondiale dans les pays intégrés au commerce mondial, managés par les Américains, cette richesse a explosé dans les proportions telles que l'humanité n'avait jamais connues avant. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que cette explosion de richesse s'est faite dans un système artificiel qui était conçu par les Américains pour se protéger des Russes. Selon Peter Zeihan, la prospérité qu'on a connue depuis la Seconde Guerre mondiale est totalement artificielle et ne repose en fait sur rien de solide, si ce n'est la protection américaine. Donc pour lui, la norme du monde n'est pas ce qu'on connaît maintenant avec cette énorme classe moyenne qu'on a un peu partout. La norme du monde, le standard de l'humanité est toujours une minorité de riches et une majorité de pauvres. Voilà, bref, c'est une pyramide. Et cette classe moyenne absolument énorme n'est rien d'autre qu'un épiphénomène en fait. C'est une construction sociale éphémère qui ne repose sur rien de structurel. Ce qu'on vit, c'est juste une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, et cette parenthèse, tout le monde l'a prise pour une norme. Et d'ailleurs, si vous lisez des gens comme Thomas Piketty, ils disent à peu près la même chose sur la classe moyenne. Et pourquoi aujourd'hui cette parenthèse est en train d'être fermée? Pourquoi on arrive aujourd'hui au bout de ce système? Parce que la raison d'être de ce système américain qui était la protection contre les soviétiques, eh bien cette raison d'être n'existe plus. Parce que les soviétiques ont eu la mauvaise idée de se casser la gueule dans les années 80. Et depuis, les Américains se disent, merde alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Tout ce système militaire qui coûte des milliards et qui était utilisé à des fins de défense et de gestion des alliés contre les Russes, qu'est-ce qu'on va en faire? Le problème, c'est que ce système de protection militaire n'était pas conçu par les Américains pour faire du commerce de leur côté, mais c'était pour assurer leur défense vis-à-vis des Russes. Si vous regardez ce schéma, vous voyez que la part de commerce international dans le PIB de l'Amérique est très faible comparée aux autres pays. Et que d'ailleurs la majorité des échanges internationaux pour les Américains se font dans la zone qu'on appelle NAFTA. C'est en gros avec le Canada et le Mexique, c'est-à-dire sur le continent américain. Et donc, depuis Bush, le premier, hein, le père Bush, les Américains ont commencé à regarder ce qu'ils pouvaient faire de ce système. Parce que l'ennui, c'est que toute l'économie globalisée, toute l'économie de la libre-échange
toute l'économie mondiale repose sur ce système, y compris les flux énergétiques, c'est-à-dire le pétrole. C'est-à-dire que sans la protection américaine, il n'y a ni libre-échange, ni libre accès à l'énergie. La nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est que depuis quelques années, les Américains deviennent de plus en plus indépendants sur le plan de l'énergie avec le schiste, l'exploitation du schiste. C'est-à-dire que dans quelques années, l'Amérique peut même exporter de l'énergie. Donc, garantir la sécurité de circulation du pétrole ne sera plus stratégique pour les Américains. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est la remise en cause de cet ordre mis en place depuis 1945, parce que les Américains n'y trouvent plus leur compte. Parce que même leurs ennemis, ceux contre lesquels cet ordre a été mis en place, c'est-à-dire les Russes, même maintenant les Russes profitent de ce système d'échange. Alors comment faire? Que vont faire les Américains? Sachant que ce sont les seuls capables de garantir la sécurité au niveau mondial. Aucun autre pays au monde n'a la capacité navale des États-Unis. D'ailleurs, regardez cette photo. À droite, vous avez un porte-avions classique et à gauche, vous avez un super porte-avions. Un super porte-avions a 7 fois la capacité de feu d'un porte-avions classique. Eh bien, il existe une vingtaine de porte-avions dans le monde, la moitié sont américains. Il existe 11 super porte-avions au monde, tous sont américains. Donc, vous voyez, il n'y a que eux qui peuvent intervenir pour garantir la sécurité. D'un autre côté, cet ordre mondial permet à beaucoup de pays, comme la Chine ou l'Allemagne, d'exporter des biens de consommation en toute sécurité. Ça veut dire que la viabilité de ce système dépend aussi de la capacité de consommation des pays qui en font partie. C'est-à-dire que la capacité de consommation devient le paramètre essentiel pour la viabilité de ce système. Seulement voilà, ce qui se passe, c'est que la démographie mondiale a tellement changé que la consommation ne peut plus être le moteur de la croissance mondiale. Regardez la photo qui s'affiche, c'est une pyramide des âges et ça représente le Mexique. C'est une pyramide démographique. Hein, vous avez les enfants en bas, plus haut les ados, plus haut les adultes, et en haut les retraités, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Cette forme de pyramide est appelée une démographie de consommation, cette forme particulière que vous voyez. Pourquoi? Parce que vous avez un gros morceau de la population en dessous de l'âge de la quarantaine. Et en dessous de 40 ans, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent. Il faut élever les enfants, il faut payer les études, il faut payer les loisirs, acheter des fringues, acheter une bagnole. Bref, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense. Les pays qui ont ce genre de démographie sont des partenaires rêvés pour les Américains. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une grande masse de jeunes qui permet de tirer la consommation des biens produits par les Américains, et d'un autre, la population productive entre 40 et 50 ans est plutôt réduite, ce qui limite la compétition avec l'expertise de la main-d'œuvre américaine. Alors maintenant, regardez cette démographie-là, maintenant, c'est le Canada. Eh bien ça, c'est pas un partenaire pour les Américains. Pourquoi? Parce que ils ont une grosse masse de population entre 50 et 60 ans, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pendant des années et qui ont une grande expertise et une grande valeur ajoutée. Et comme il n'y a pas assez de jeunes, les produits et services produits par cette population de 50-60 ans, tous ces produits-là doivent être exportés du coup. Ça veut dire que le Canada, qui était autrefois un partenaire des États-Unis, devient maintenant un compétiteur direct des États-Unis. Alors que si vous regardez la démographie des États-Unis, c'est quand même une démographie assez bien équilibrée pour un modèle de consommation et même de production. Hein, vous voyez maintenant, regardez leur démographie. Alors que la démographie des pays riches en dehors des États-Unis, hein, sans compter les États-Unis, donne un truc comme ça. Hein, regardez cette photo-là, c'est en fait la démographie combinée des pays riches. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, c'est une communauté de retraités, de futurs retraités. Et que font les futurs retraités d'ailleurs? Ils mettent de côté pour leur retraite. C'est-à-dire qu'une énorme masse de capital est en train de dormir sous le matelas. Pour faire simple, ça veut dire que le capital mort, le capital décroché de la consommation est immense et que tôt ou tard, tout ça, de toute façon, ça va s'écrouler. Ça veut dire que ce type de démographie induit tôt ou tard un grippage économique. Parce que la croissance actuelle est surtout basée sur la consommation et que la démographie des pays riches est le contraire d'une démographie de consommateurs. Alors, comment ça va se passer pays par pays dans les années qui viennent? D'abord, une très bonne nouvelle,
Selon Peter Zeihan, la France fait partie des 4 pays au monde qui vont non seulement s'en sortir, mais devenir de vraies puissances économiques dans les 10-20 ans qui viennent. Vous allez voir pourquoi. Et toujours selon Peter Zeihan, grosso modo, tous les pays riches, on va dire, vont vivre une dislocation de leur classe moyenne. C'est-à-dire que la classe moyenne va plus ou moins jarter. Et beaucoup de pays vont tendre vers des modèles autoritaires pour contrôler cette classe moyenne en cours de déclassement. C'est le cas de la Chine, par exemple. Tout le monde croit que la Chine va remplacer les États-Unis, que c'est un géant économique. Eh bien, d'après Zeihan, c'est totalement faux pour la simple raison que la Chine est une puissance artificielle. C'est un modèle qui s'est construit par-dessus le système américain et que si les Américains veulent couler les Chinois, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de rentrer chez eux. Parce que les Chinois ne peuvent pas assurer la sécurité de leur commerce international. La Chine n'a pas de capacité de projection militaire au-delà de 1000 km. Et une capacité militaire de projection met 20 à 30 ans pour être mis sur pied. D'ailleurs, en fait, la Chine, c'est quoi? C'est un vaste réservoir de main-d'œuvre à bas coût qui a profité de l'ordre globalisé américain pour sous-traiter la production industrielle de la planète. Et le problème aujourd'hui est que la démographie chinoise n'est pas mieux que celle du Canada à cause de la politique de l'enfant unique. Mais ils ont aussi un autre problème, c'est que le système chinois est tout de même un système au fond socialiste, qui consiste à subventionner la population pour acheter la paix sociale. Ça veut dire que l'argent gagné n'a pas été utilisé pour réellement industrialiser la Chine, mais pour assurer la paix sociale. Donc ça veut dire que les Chinois n'ont aucune marge de manœuvre par rapport aux Américains parce que toute leur économie dépend des Américains. Donc quand les Américains vont serrer la vis, les Chinois vont devoir capituler. Et presque tous les pays riches, en dehors des États-Unis, vont dévisser dans les 10 ans qui viennent si les États-Unis n'arrivent pas à rentabiliser le modèle actuel de sécurité qu'ils gèrent depuis 1945. C'est-à-dire que l'avenir du monde dépend de la manière dont les États-Unis vont gérer la sécurité internationale. Est-ce que les États-Unis vont continuer à maintenir ce système? Tous les indicateurs montrent que non, parce que structurellement, les pays qui bénéficient de l'ordre actuel ne peuvent pas rendre l'appareil, ne peuvent pas devenir des vrais clients pour les Américains parce qu'ils n'ont pas une démographie de consommation. Donc voilà, je résume un peu tout ça en guise de... On va aller petit à petit vers la conclusion et je vais faire un zoom particulier sur la France. En conclusion, on assiste aujourd'hui à la dislocation de 70 ans de politique étrangère américaine en l'espace de quelques années. Et tout le monde croit que tout ça, ça a commencé avec l'arrivée de Donald Trump et que dès que Trump part, on va revenir à la normale. Eh bien non. On va effectivement revenir à la normale en ce qui concerne l'environnement international, mais le terme normal n'est pas ce qu'on pense depuis 2-3 générations. Le problème est que l'environnement normal, c'est pas un ordre international. En fait, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a eu qu'un seul ordre international, et cet ordre international est en train de disparaître pour aller vers le désordre international, qui est en fait la normalité pour les sociétés humaines. Et cet ordre international était le produit de la politique américaine d'endiguement de l'URSS. Ils appellent ça containment en anglais. Et le problème, c'est que l'Union soviétique n'existe plus. Et cet ordre international mis sur pied, organisé, financé par les Américains n'a plus tellement d'intérêt pour eux. Pourquoi ça n'a pas d'intérêt pour eux? Parce que d'une part, le commerce extérieur américain représente qu'une petite partie de leur PIB. Et d'ailleurs, la moitié des échanges se font dans la zone NAFTA, c'est-à-dire sur le continent américain. Bon, il reste quand même le pétrole, c'est-à-dire que jusque-là, la sécurité des échanges était importante aussi pour les États-Unis, surtout pour le pétrole, sauf que les États-Unis deviennent également autonomes sur le plan énergétique vers fin 2020. Vous voyez, c'est pour demain. Pourquoi? À cause de l'exploitation du schiste. Et d'un autre côté, le problème, c'est que c'est cette sécurité des échanges qui a fait émerger les pays comme la Chine, puisque la production et la consommation des biens pouvaient du coup être séparées géographiquement, alors que avant la Seconde Guerre, c'était pas possible à cause des problèmes de sécurité. Par exemple, aujourd'hui, un simple iPhone est produit par l'assemblage des composants répartis dans 50 pays. On peut faire ça dans un environnement international sécurisé, où personne ne tire sur personne, mais dans les années à venir, avec le retrait des États-Unis, ce qu'ils sont petit à petit en train de faire, ça va être très difficile. Donc, les pays qui vont s'en sortir sont des pays qui ont une chaîne de production la plus proche
de la consommation. Grosso modo, il faut fabriquer et consommer au même endroit avec toutes les conditions qu'il faut pour un environnement industriel, c'est-à-dire une main-d'œuvre très qualifiée, un climat sympa, des terres cultivables, une armée puissante, une culture intégrée, des ressources énergétiques, une idéologie commune, etc. etc. Et Peter Zeihan prédit que 4 pays, un pays par continent, vont sortir du lot et devenir des puissances majeures. C'est le Japon, la Turquie, l'Argentine et, tenez-vous bien, la France. Pourquoi la France va s'en sortir par le haut? Pour plusieurs raisons. D'abord, seulement 15 à 20% du PIB en France touche le commerce extérieur, alors que ce chiffre varie entre 50 et 60% pour l'Allemagne. Ça veut dire que le désordre international à venir va beaucoup moins impacter la France qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple. Par ailleurs, il y a l'armée. Non seulement l'armée française a une capacité de projection partout dans le monde, mais en plus, la France n'a pas vraiment de problème de sécurité. Sans compter que, déjà géographiquement, la France est loin des prochaines zones de conflit qui seront soit vers l'Europe de l'Est, soit au Moyen-Orient, soit sur la frontière chinoise. La France exporte aussi des produits alimentaires. Elle a une base agricole importante. Elle a des infrastructures excellentes et surtout préservées parce que nationalisées. Et enfin, la France peut se procurer de l'énergie depuis l'Afrique du Nord relativement facilement. Voilà. Donc, la plupart des challenges qui vont pratiquement couler certaines nations dans les années qui viennent, bah, la France les a déjà résolus à la base parce qu'elle a toutes les cartes en main, structurellement parlant. Bon, il y aura tout de même une période d'ajustement douloureuse, ça va être un peu difficile pendant quelques années, mais la France a tellement d'atouts qu'elle peut même se payer le luxe d'avoir une classe politique très médiocre. C'est-à-dire que même avec une gouvernance telle qu'on connaît maintenant, la France peut quand même s'en sortir. Toutefois, ça va aller plus vite si la France reprend un peu plus de souveraineté par rapport à l'Amérique. Ça veut dire que si la France monte un petit peu, je veux dire, l'expertise de sa gouvernance, si les gouvernants, ça veut dire si la gouvernance en France monte un petit peu en qualité, quoi. Voilà. Et en montant en qualité, je dirais le pas vers la souveraineté, ça sera plus rapide. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, avoir plus de souveraineté par rapport à l'Amérique? Pourquoi on dit ça? Ça, c'est pas un point de vue de Peter Zeihan, mais c'est plutôt un autre point de vue que je vous exprime. Regardez, si vous regardez dans l'histoire des empires, dans les cités dominées par les empires, il y avait toujours 3 courants politiques. Par exemple, dans les cités dominées par les Romains, il y avait 3 courants. Les souverainistes qui voulaient l'indépendance de leur cité, il y avait les tenants de l'empire qui voyaient l'avenir uniquement sous les ailes de Rome, et il y avait enfin les apatrides qui voulaient contrebalancer Rome en formant des alliances avec d'autres cités. On retrouve ces mêmes 3 courants politiques dans n'importe quel pays dominé par l'Empire américain actuellement. Ça veut dire que on a les souverainistes, on a ceux qui veulent concurrencer l'Empire en faisant des alliances avec d'autres pays, c'est-à-dire en gros les partisans de l'Europe, et enfin on a les tenants de l'Empire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les atlantistes. C'est-à-dire, d'un côté, on a les partisans de la communauté européenne, pour qui les Français doivent devenir des Européens comme les autres. D'ailleurs, si vous regardez à l'époque de Rome post-chrétien, ces gens-là auraient appartenu à l'Église et ils auraient bossé pour intégrer les Français dans le giron de l'Église. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les atlantistes, pour qui une France indépendante, c'est un joke, quoi. Voilà. Ce sont les tenants de l'Empire. Vous voyez, il y a 2000 ans, ils se vendaient à Rome. Avant-hier, ils se vendaient aux Autrichiens ou aux Espagnols. Hier, aux Allemands, un peu plus tard à l'URSS et aujourd'hui à l'Amérique. Voilà, c'est les mêmes. Donc, il va y avoir une compétition entre ces 3 courants politiques. Mais le gros problème, c'est la médiocrité des gens qui constituent ces 3 courants politiques actuellement en France. Pourquoi on dit ça? Parce que dans la génération qui a pris le pouvoir à Paris depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire dans la génération d'après Chirac, on retrouve surtout les élites qui n'ont pas pu intégrer les entreprises ou les postes en or à Bruxelles. Ce qui fait que les politiciens médiatisés depuis une vingtaine d'années n'ont pas réellement les manettes, puisque l'essentiel des décisions se prennent au niveau européen, et ensuite ce sont des gens plutôt médiocres, puisque les bons de cette génération-là sont allés soit dans les entreprises pour gagner du fric,
soit à Bruxelles pour être proche des cercles du pouvoir, des vrais cercles du pouvoir. Mais compte tenu des enjeux à venir, peut-être que les postes politiques nationaux vont redevenir plus sexy et attirer les meilleurs. Et dans ce cas, la France a suffisamment d'atouts pour redevenir une puissance majeure relativement vite. Donc, en conclusion, arrêtons de pleurer la bouche pleine et voyons grand pour l'avenir de nos enfants. Et je termine avec cette citation de De Gaulle qui disait que la politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit.